la vidéo en même temps, donc formation en même temps pour que vous puissiez y avoir accès en replay. Tout d'abord, merci à tous d'être présents ce soir. La deuxième formation ATMN que l'on fait. Donc, pour vous expliquer un petit peu l'ATMN, c'est une association qui a été créée en parallèle en fait, du développement de la téléimagerie qu'on a mis en place via le réseau d'imagerie fonctionnelle. Le but de l'ATMN, c'est de donner un petit cadre associatif à ce projet de téléimagerie pour bien encadrer, pour pouvoir proposer des formations mensuelles. On est parti sur ce rythme-là, avec les centres partenaires du réseau d'imagerie fonctionnelle, avec les médecins également qui participent. Il y a actuellement une quinzaine de médecins actifs dans cette équipe, de pouvoir homogénéiser les pratiques, discuter de différents sujets auxquels nous sommes confrontés dans notre pratique quotidienne, et du coup faire appel également à des intervenants extérieurs de qualité. Et bien sûr aussi, ces formations sont ouvertes à toute la communauté de médecins nucléaires, que vous soyez internes, médecins titulaires, les personnes qui sont intéressées. Voilà. Donc moi je suis représenté, je suis le Dr Quentin Serra, et du coup je remercie le Dr Gabiache d'être présent ce soir pour ces formations qui sont maintenant reconnues et qui ont lieu assez souvent et heureusement pour nous. Et le Dr Scholamer, donc qui va nous présenter, donc qui est aussi mon collègue, il va nous présenter une présentation sur l'ORL. Voilà. Donc, je vais laisser la parole au Dr Gabiache qui va commencer les présentations. Si vous avez des questions, je pense qu'on fera un petit temps de questions juste après chaque topo pour pouvoir interagir. Vous pouvez également utiliser le fil d'actualité par message pour poser vos questions au cours de la formation. Voilà, merci beaucoup. On va couper la caméra pour que ce soit plus fluide. Erwan, on ne t'entend pas. Enfin, en tout cas, nous, on t'entend pas. Prends la main donc. Ah oui, c'est bon, voilà, tu peux prendre la main. Bon. Merci beaucoup pour l'invitation, Quentin. Merci de m'avoir proposé de parler un petit peu d'oncogynécologie. Je vais moi aussi couper la caméra histoire d'optimiser. Vous m'entendez pas? Tu m'entends pas? C'est nickel, Erwan. Faites-moi signe si jamais c'est pas optimal sur le plan du son. A priori, là, moi, tout doit être bon. Donc, ouais, je vais couper ma caméra aussi pour optimiser un peu les flux. Pardon? Allez. Donc, excusez-moi, le temps de partager. Bien sûr, ça marchait très bien tout à l'heure. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Un petit feedback? L'équipe de la TMN? C'est nickel. On voit ton écran, on t'entend bien. Est-ce que vous voyez mon écran? Parfait. Je vous remercie de m'avoir proposé de parler de ce sujet d'oncogynéco. Alors, pour tout vous dire, c'est un peu aussi génial. C'est aussi un peu une réflexion à voix haute sur certains aspects du topo, parce que, évidemment, la spécificité de cette présentation, c'est d'imaginer ce que doit être la communication entre un médecin nucléaire et un chirurgien en oncologie gynécologique, avec les spécificités de la téléinterprétation et de la téléexpertise. Donc j'avoue qu'il y a certains de ces aspects sur lesquels je n'ai pas forcément la réponse et pour lesquels je serais très heureux d'avoir un peu les avis des uns et des autres. En tout cas, dans une pratique de médecine nucléaire en 2023, la communication entre le chirurgien et le médecin nucléaire, ce dont on a l'habitude en présentiel dans les services,
Ça s'articule bien sûr autour de la RCP. Et nous, notre travail, notre énergie, on essaye de la consacrer à amener l'examen TEP au-delà du simple bilan d'extension, compter les boules, faire l'imagerie à distance, et essayer d'aller vers un peu plus de finesse et un petit peu plus de participation à la planification chirurgicale. Donc, je vais parler surtout de cancer de l'ovaire et de carcinose gynécologique, avec les indications que vous connaissez, hein, qui sont quotidiennes, c'est-à-dire le bilan d'extension des cancers localement, des cancers de l'ovaire avancés, c'est-à-dire à partir du stade de la carcinose, la récidive biologique sur élévation du CA125, les récidives accessibles à un traitement chirurgical et tout ce que ça peut amener de reconstruction chirurgicale et de dérivation. Pour les cancers du col, on est principalement sur, en préthérapeutique, la stadification ganglionnaire lombo-aortique. Et sur la situation de la récidive, eh bien, la preuve de la récidive, et si on a la chance que cette récidive soit accessible à un traitement chirurgical, eh bien, participer à sa planification. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il faut relever le fait que le PET scan est souvent positionné vraiment en bilan de clôture dans ces indications, et ça nous donne un certain nombre de responsabilités. Je pense que la première étape, et c'est un peu dans tous mes topos de gynéco, hein, c'est de dire qu'il faut essayer, notamment sur les carcinoses, de parler la même langue. Et donc ce schéma, vous l'avez vu des dizaines de fois, c'est la stadification selon Sugar-Baker. Essayer de lire les examens en se reportant à cette segmentation de la grande cavité, qui est assez simple, hein, en cadrant, et essayer de faire des comptes rendus qui ressemblent un petit peu à ça. Ça montre déjà une intention d'aller vers l'équipe chirurgicale en parlant un petit peu la même langue. Parce qu'on est un peu grévé avec la TEP vis-à-vis des chirurgiens et surtout dans les carcinoses d'une image de bilan d'extension qui ne vaut qu'au-dessus du diaphragme. Et voilà, il a fallu du temps pour essayer de les convaincre qu'en fait, on peut aller vers plus de finesse, on peut apporter des choses et des éléments dans la grande cavité, même si l'outil célioscopique est évidemment extrêmement performant. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le piège d'emmurer nous-mêmes la modalité à l'utilisation sus-diaphragmatique. Il y a vraiment des choses très, très intéressantes à faire pour peu qu'on se donne la peine de faire de la sémiologie un peu fine, et avec notamment des apports tout à fait intéressants sur certains cadrans, notamment les cadrans supérieurs. Donc, comment on lit une grande cavité péritonéale? Il y a des techniques pour essayer d'aller vite et d'être à la fois rapide et efficace, et surtout complémentaire vis-à-vis de la célioscopie. Il ne faut pas se leurrer, on n'arrivera jamais à faire aussi bien que la célioscopie. Ce n'est pas la peine d'aller la challenger sur les territoires où elle est excellente, puisqu'il voit des choses millimétriques, voire inframillimétriques, surtout avec les nouvelles techniques optiques là, qui sont vraiment assez impressionnantes. Non, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher les lésions de façon complémentaire à ce que fait une célioscopie, c'est-à-dire dans les zones où la célioscopie n'est pas performante. Donc, je vous donne, c'est une liste, c'est enregistré, donc vous pourrez la re-regarder après. Pareil, c'est une diapo que j'ai déjà montrée dans d'autres topos, mais on commence par les angles cardiophréniques en recherchant les adénopathies des angles cardiophréniques. On passe ensuite sous les coupoles, notamment autour de l'area nuda. Ensuite, on regarde les récessus du péritoine viscéral du foie, parce que ça, c'est tout à fait inaccessible à une observation célioscopique. On regarde le hills splénique et on regarde la loge de Morrison. Ensuite, on descend, on va dans la tente du mésosigmoïde, qui est cette petite poche qui est créée par la racine horizontale et la racine verticale du mésosigmoïde, ce qu'on appelle aussi la fossette intersigmoïdienne. On regarde bien sûr le grand omentum, le mésentère. Et puis, on va essayer d'aller voir un petit peu tout ce qui échappe à la célio, c'est-à-dire ce qu'il peut y avoir dans l'ombilique, les orifices hernières. Ça, c'est vraiment extrêmement important. On suit ensuite les gouttières pariétocoliques et on descend jusque dans les récessus latéraux-rectaux et le cul-de-sac de Douglas. Donc, à l'étage sus-mésocolique, quels sont les endroits où on peut être plus pertinent qu'une célio? Comme je vous ai dit, c'est les fissures du péritoine viscéral du foie, c'est-à-dire sillon du ligament falciforme et sillon veineux d'Arantius. C'est le fond des espaces sous-phréniques, le fond des coupoles. Alors, petite spécificité sémantique, pour le hills splénique, la plupart du temps, dans les situations de carcinose, ce n'est pas des métastases, ce sont des implants péritonéaux. Et là, on est vraiment dans quelque chose qui est le sujet de la communication avec le chirurgien, puisque, encore une fois, ce sont des lésions qui échappent à la célio, puisqu'elles sont dans le hill et plutôt
à développement intraparenchymateux plutôt qu'exophytique. Et puis évidemment, si on décrit ça comme des métastases, sous-entendant métastases hématogènes, ça n'a pas du tout la même signification physiopathologique que celle de dire que c'est un implant de carcinose dans la rate. Donc c'est pour ça qu'il faut être précis sur le plan de la description de ces lésions-là. Ce sont des implants, ce ne sont pas des métastases. Dans les carcinoses, hein, j'entends. Là, je parle des carcinoses gynécologiques. Une image que j'ai déjà pu montrer dans d'autres topos aussi, c'est ces lésions du péritoine viscéral du foie qui peut être très très confondante, hein, notamment dans la fissure droite, avec ces petites lésions ovoïdes et qu'on pourrait prendre pour une métastase hématogène, mais non, il faut arriver en sémiologie un peu mentale à projeter le fait que le péritoine viscéral du foie, il pénètre de façon relativement profonde entre les segments, et donc il peut y avoir des nodules de carcinose qui se développent là-dedans, en donnant une fausse impression de métastase portale, hématogène, hépatique, alors que ce sont des implants de carcinose. Et ça, évidemment, la distinction entre les deux, elle intéresse le chirurgien au plus haut point, parce qu'un implant de carcinose, il va souvent pouvoir l'opérer. Donc la discussion radio-chirurgicale ou médecine nucléaire, chirurgien autour de l'hypocondre droit, elle a un enjeu qui est un enjeu d'équilibriste, en fait, qui est vraiment majeur. C'est qu'à la fois, il faut absolument éviter le surstaging, hein, c'est-à-dire ne pas décrire des lésions secondaires hématogènes qui vont gréver les possibilités chirurgicales. Et à la fois, en même temps, il faut identifier correctement les atteintes qui sont susceptibles de contre-indiquer un geste chirurgical, et parmi elles, notamment les atteintes d'huile hépatique. En général, alors il y a des chirurgiens qui vont relativement loin, hein, sur les indications chirurgicales, mais en général, quand vous commencez à avoir un envahissement de la plaque hilaire, des dilatations de voies biliaires, des thromboses veineuses, etc., c'est assez rare qu'une RCP valide un geste chirurgical là-dessus, quoi. Donc là encore, on va être dans l'idée que, a fortiori en téléinterprétation, la description la plus exacte, la plus fidèle de ce qui se passe, la plus objective, va servir et appuyer, bien entendu, une prise en charge. Dans la même idée, je trouve qu'il y a un sujet qui est extrêmement intéressant et très sous-exploité dans la plupart des RCP dans lesquels je suis passé, c'est celle de comment on peut anticiper la morbidité d'un geste, notamment un geste de curage ganglionnaire. Et encore une fois, l'idée intégrer le fait que le PET scan arrive en clôture du bilan d'imagerie, ça donne une responsabilité qui est quand même importante. Notamment, il y a une étude qui s'appelle l'étude Lyon, qui est sortie maintenant il y a 2 ans ou 3 ans, quelque chose comme ça, dont la conclusion a été en gros de dire que pour les cancers de l'ovaire, s'il n'y avait pas d'atteinte suspectée en scanner ganglionnaire rétropéritonéale, on ne faisait pas de curage. Le problème, c'est que ces patientes, elles ont souvent une TEP, et si nous, on passe derrière en disant, bah oui, mais sur la TEP, il y a probablement de la maladie ganglionnaire, assez régulièrement, quand même, on en vient à porter des indications de curage ganglionnaire sur la TEP. La deuxième situation, c'est la récidive ganglionnaire du cancer de l'ovaire. Bah là encore, c'est le PET scan sur la séquence élévation du CA125, imagerie morphologique non contributive, PET scan positif. C'est le PET scan qui va guider la chirurgie. Donc là encore, on est les derniers et on ouvre la porte de la prise en charge qui va être faite. Le troisième cas, ça va être les cancers localement avancés du col de l'utérus. Là encore, le curage lombo-aortique de stadification rétropéritonéale, il va être décidé selon le résultat de la TEP. Pourquoi j'énumère ces 3 situations? Tout simplement parce que ça vous montre à quel point c'est le compte-rendu qu'on fait qui dit où va partir le bistouri, quoi. Donc il y a une responsabilité qui est quand même inhérente à ça, et qui est quelque chose sur lequel je pense on peut s'attarder et s'intéresser. Je vous donne cet exemple d'une récidive ganglionnaire d'un cancer gynécologique de l'ovaire, je crois, de mémoire, au niveau cœliaque, avec un gros paquet ganglionnaire, voilà, qui laisse pas trop de doute quant à sa nature. Et bien sur le scanner de planification préchirurgicale que vous voyez en haut, la flèche vous montre un tout petit truc, qui est une petite artère hépatique accessoire, qui n'a pas été vue, qui n'a pas été décrite. Et le curage ayant été effectué dans cette région-là, le curage a blessé cette petite artère, et puis les 2 images du bas vous montrent l'évolution post-chirurgicale avec une nécrose ischémique de la majorité du segment 2, qui dépendait de cette artère. Donc voilà.
Alors, personne n'est pointé du doigt dans cette séquence, hein. L'idée, c'est pas de trouver un responsable. L'idée, c'est de dire comment on peut éviter ça, quoi. En fait, c'est hyper simple d'éviter ça, parce que les variants vasculaires de la vascularisation artérielle hépatique, ils sont assez simples pour la plupart, et il suffit en fait de retenir 2 images, 2 patterns pour quasiment tous les identifier. La première, c'est les 2 coupes que je vous montre là. Si vous avez une artère qui passe entre le segment 2 et le segment 1 hépatique, eh ben, c'est une artère hépatique accessoire, une artère hépatique gauche qui en général est issue de la gastrique gauche. Donc voilà, si vous avez un scanner injecté et qu'il y a quelque chose qui passe exactement à cet endroit-là, c'est une artère hépatique gauche. Et on peut la décrire vraiment sans aucune arrière-pensée et ça permet d'éviter c'est une information importante pour le chirurgien. De la même façon, on repère assez facilement sur un scanner injecté la veine cave inférieure et le tronc porte. Si vous avez un vaisseau qui passe entre les deux, c'est forcément une artère hépatique droite, une artère hépatique accessoire droite. Donc là aussi, un petit coup d'œil entre le tronc porte et la veine cave inférieure. Et en quelques secondes, vous identifiez quelque chose qui est un variant qui va fortement intéresser le chirurgien. La même idée va s'appliquer pour l'anticipation de la morbimortalité des curages du rétropéritoine dans les cancers du col utérin. On pourrait d'ailleurs étendre ça à plein d'autres pathologies, hein, en uro par exemple. Le PET dans les cancers du col, comme vous le savez, le principal sujet, c'est qu'il y a un certain nombre de faux négatifs qui fait que, pour faire simple, quand on a de la maladie ganglionnaire pelvienne et qu'on n'en a pas en lombo-aortique sur le PET, régulièrement, on propose de faire un curage lombo-aortique de stadification. C'est une pratique qui est de plus en plus contestée, hein. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient à la Comène en septembre l'an dernier. Il y a eu un gros débat là-dessus avec un chirurgien de Clermont-Ferrand. Mais c'est une tendance de fond. Il y aura de moins en moins de curages. Mais pour l'instant, ils sont quand même assez régulièrement proposés. Et ben, ce genre de variant, par exemple, avec une veine rénale gauche qui passe derrière l'aorte, il y a un risque majeur de plaies pendant le curage, qui sont en plus des plaies qui donnent lieu à des saignements veineux, donc non pulsatiles, qui sont des saignements à haut débit en nappe. Donc ça, c'est vraiment, il y a une morbidité liée à ça qui est tout à fait majeure. Le simple fait d'aller regarder que cette veine rénale gauche passe derrière l'aorte ou non, ça, c'est quelque chose qui peut vraiment éviter des mauvais scénarios au bloc et des sueurs froides. Donc ça me paraît facile à intégrer dans nos lectures d'examen. Puis après, on tombe sur des trucs un peu plus rares, double veine cave inférieure, que j'ai déjà montré plein de fois aussi. Voilà. J'ai parlé tout à l'heure des adénopathies dans les angles cardiophrréniques. C'est quelque chose qu'il est intéressant de connaître parce que parfois, c'est le seul signe de carcinose péritonéale. Et le chirurgien, il peut aller les chercher. Il y a des équipes qui font des curages ciblés des angles cardiophrréniques. Donc là aussi, c'est quand même intéressant de les noter, tout en étant conscient que c'est un geste qui est lui-même porteur d'une certaine morbidité, on le verra après. Donc là, l'idée, c'est d'aller regarder où est le diaphragme, tout ce qui est en avant du diaphragme, et pour ça, on peut s'aider d'une sagittale. Ça va être dans les angles médiastinophréniques ou cardiophréniques. Il faut les décrire, ces ganglions. En gros, la taille pathologique, c'est à partir de 4-5 mm. Alors, a fortiori, s'ils fixent, bien entendu, il faut les décrire. Voilà, la morbidité de ce geste, il peut y avoir des complications, des hernies post-chirurgicales transdiaphragmatiques. Donc là aussi, il faut quand même être relativement sûr de ce qu'on décrit parce que aucun geste chirurgical n'est anodin, bien entendu. Alors, dans le canal de communication retour du chirurgien, c'est toujours intéressant de savoir ce qu'il a fait, par où il est passé. Et en gynécologie, évidemment, on va s'intéresser à la position des orifices de trocar, surtout sur certains cancers très agressifs. Voilà, c'est intéressant de savoir où ont été mis les trocars. En général, il y en a sur l'ombilic et sur les lignes de Spiegel. Mais si vous avez les comptes rendus opératoires, c'est quand même mieux et ça soulève la question de comment on peut organiser ça en téléexpertise. Les éventrations, bien entendu. Alors, c'est toujours intéressant de savoir pourquoi il y a une éventration. Est-ce que c'est une cicatrice de la paro? Est-ce que c'est une stomie qui a été chez quelqu'un qui a été remis en continuité?
Toujours est-il que l'identification de la raison de ces éventrations, elle est intéressante. Et puis, bien entendu, il faut regarder s'il n'y a pas de carcinose dedans, hein. Comme vous voyez sur les images à droite, on peut tout à fait, ça fait partie de la grande cavité. Si les organes vont dedans, c'est que ça communique avec, la grande cavité péritonéale. Ensuite, dans les gestes chirurgicaux, et là on monte un peu en complexité, on va être impliqué soit avant le geste, soit après le geste chez des patientes qui vont avoir des exentérations. Pour avant le geste, en général, c'est des bilans d'extension et des identifications d'atteinte régionale. Après le geste, souvent, c'est des suivis de maladies qui ont quand même, pour la plupart, tendance à mal évoluer. Donc, on va pouvoir être mis en difficulté par le fait que c'est une néo-anatomie qui est parfois un peu complexe. Et donc, ce qui va vous aider, c'est d'être très pragmatique et d'avoir une lecture très, très bien construite en comprenant le geste qui a été fait et en recherchant après toutes les dérivations, toutes les reconstructions qui ont été faites. Donc en prenant, voilà, qu'est-ce qui a été fait sur le plan urinaire, qu'est-ce qui a été fait sur le plan digestif, est-ce qu'il y a eu des reconstructions vaginales ou un comblement pelvien, et tout ça, ça va vous sortir de l'ornière sur des images qui sont souvent un peu difficiles. Alors, je ne pense pas qu'on voit ça en téléinterprétation de la TEP IRM, mais c'est vrai que c'est quand même l'examen roi pour les bilans d'exentération. Les exentérations, c'est bien. Alors, c'est pas très compliqué en fait, hein, il faut identifier les compartiments qui sont concernés. Est-ce qu'on a une exentération antérieure, postérieure, totale, étendue, et jusqu'à quel niveau par rapport au plancher pelvien elle est descendue. Et tout ça, ça se fait selon la classification de Magrina, qui est une classification assez facile à regarder. Je vous conseille de regarder les articles qui sont liés. Une fois qu'on a fait l'exentération, eh ben, on essaye de remettre en continuité ce qui peut l'être et de dériver ce qui doit l'être. Il y a deux grandes familles de dérivations non continentes et continentes. Et ça, le chirurgien va quand même beaucoup vous aider à comprendre ce qui a été fait. Ce qu'on voit très souvent, c'est ces fameuses reconstructions par entérocystoplastie type Bricaire. Mais de plus en plus, et notamment chez des patients jeunes, on va voir des reconstructions plus ambitieuses, plus complexes, qui ont notamment ce que je vous montre là, c'est-à-dire les reconstructions de type Miami, les poches de Miami. Ça, vous verrez ça probablement surtout en CHU et en centre de lutte contre le cancer. C'est une reconstruction qui a le gros intérêt en termes de qualité de vie d'être une reconstruction de type continent, c'est-à-dire que c'est une reconstruction entre deux évacuations de la poche des urines. Il n'y a pas de poche de recueil à la peau. La patiente se sonde à intervalles réguliers et donc sur le plan de la qualité de vie, c'est quelque chose qui est souvent favorisé par les équipes. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que si le chirurgien ne vous a pas dit qu'il a fait une poche de Miami, on se retrouve face à des images et à des montages qui sont très compliqués, avec des aspects de poche de Miami qui sont souvent un petit peu hétérogènes. Ça peut rapidement être assez piégeant. On peut tomber devant des images qui pourraient nous faire évoquer à tort des choses nécrotiques. Voilà, donc c'est important que le chirurgien vous donne ces informations-là. Un petit truc, si jamais on n'a pas de dossier, on peut arriver à reconnaître une poche de Miami grâce à son cathéter, qui est ce que je vous montre sur la coupe scanner en haut. En général, vous avez ce petit cathéter un peu serpigineux qui vient vers la paroi abdominale antérieure. En général, il est abouché à l'ombilic. Si vous voyez une image comme ça, il y a quand même de fortes chances pour que ce soit une reconstruction de type Miami. Le comblement pelvien, alors ça, c'est ce qui permet d'éviter notamment les fistulisations, en particulier sur terrain post-radique à la paroi pelvienne. Ça consiste tout simplement à prendre le grand omentum et à le pédiculiser, à le descendre en fait pour boucher la cavité pelvienne une fois que l'exentération a été faite. Et ça permet d'éviter que les anses grêles viennent s'accoler et se fistuliser soit entre elles, soit à la peau. Ça peut donner des images, pareil, un petit peu confondantes, notamment parce qu'il arrive que la densité de la graisse soit pas tout à fait la même. C'est ce que je vous montre à droite. Mais une fois que vous avez eu l'information qu'il y a eu une épiploplastie de comblement pelvien, vous ne prenez pas la tête, vous la trouvez assez facilement. Sur le sujet des dérivations digestives, je trouve que c'est probablement le plus difficile.
Parce que comme vous le voyez, bon, il y a plein de papiers hein, sur la fixation des anastomoses. En gros, ils disent un peu tous que plus c'est focal, intense, excentré et associé à des anomalies scanners, plus c'est suspect de récidive. Puis à la fois, on a des situations comme celle-là qui remplissent quasiment tous les critères et où on fait opérer des granulomes de suture. Donc bon, malheureusement, sur ça, il faut décrire ce qu'on voit, mais on sait qu'on a aussi une certaine part d'angle mort, on va dire. Donc, en conclusion, ce PET scan qu'on utilise dans ces indications-là, on est en train, dans les services, d'essayer de l'amener vers une utilisation un petit peu plus optimisée, un petit peu plus, comment dire, un peu plus avancée. Mais il y a un milieu d'utilisation qui est celui de la RCP. Donc, moi, la question ouverte un petit peu que je pose, c'est comment on peut intégrer les enjeux spécifiques de la téléexpertise et de la téléinterprétation, probablement en créant un canal de communication avec les équipes. En tout cas, ça me paraît être un marqueur de qualité que d'essayer d'aller vers ces choses-là, même sur de la téléexpertise. Et On t'a perdu, Erwan. à distance, d'avoir accès à toutes ces données que sont les comptes rendus opératoires, les comptes rendus de RCP bien entendu, et d'arriver à créer un canal de communication. Voilà. Je te repasse la. Ça a recoupé. Bon, il y avait un petit. Vous m'entendez bien? Il y avait un petit délai entre les diapositives et les commentaires du docteur Gabiache. Mais bon, globalement, on a un peu tout compris. C'est un exposé très clair et qui montre que c'est finalement très complexe de pouvoir interpréter tous ces examens. Et ça montre aussi l'importance, d'une part, de pouvoir accéder aux informations chirurgicales, au dossier du patient le plus complet possible, et donc de pouvoir récupérer les courriers de consultation, les courriers chirurgicaux, pour avoir une interprétation qui est la plus qualitative possible. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire au maximum, même si ce n'est pas toujours possible en téléimagerie. Ça montre aussi l'importance quand même des staffs derrière. Ils peuvent reclasser certains dossiers à la lumière des commentaires des chirurgiens, des oncologues ou des radiologues, en mettant en commun toutes les données qui peuvent finalement faire modifier un petit peu la façon de voir le dossier grâce aux antécédents et à ces petits pièges qu'on aurait pu éviter si on avait eu toutes les informations et les discussions. Et donc, ça reste quelle que soit la distance, le contact physique ou virtuel, mais la discussion avec les chirurgiens, les cliniciens reste primordial de toute façon dans la prise en charge des dossiers en médecine nucléaire. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour le docteur Gabiache par rapport à son topo, qui veulent enchaîner là-dessus? Pas de questions? Non. Ben, du coup, on va enchaîner avec la deuxième présentation du docteur Scholammer sur l'imagerie ORL. Et puis après, si vous avez des questions, vous pourrez les poser en fin de session. En espérant qu'on n'ait pas de décalage cette fois-ci. Ok. Là, vous m'entendez bien, vous avez le diaporama? Ouais, on t'entend et on a le diaporama. Tu peux le Il est mettre en plein écran. Non, il n'est pas en plein écran par contre. Il est en mode présentateur. Voilà, là c'est bon. Ok, donc je vais dire quelques mots sur l'imagerie TEP en ORL, donc en reprenant quelques cas là qui est vu dans le service cette année à Libourne. Donc, je commence par la bonne réalisation de l'examen. Donc, juste un mot pour dire que l'idéal, c'est de faire une injection de produit de contraste iodé en double bolus pour avoir une belle imprégnation de la muqueuse ORL et bien voir les axes vasculaires. Donc, un temps d'acquisition augmenté sur la tête et le cou pour
pour avoir une meilleure définition en tête. Bien mettre la tétière, les bras le long du corps évidemment, et si on se motive ou à la demande de l'ORL, des manœuvres type Vasalva, comme on le voit en dessous, pour dépisser toutes les cavités, les sinus piriformes, ou alors éventuellement des manœuvres phonatoires, même si c'est pas possible après de les réaliser en TEP à cause de la longueur de l'imagerie. Donc, la plupart des cancers ORL sont des carcinomes épidermoïdes qui touchent la muqueuse ORL, donc avec une atteinte de la cavité buccale, de l'oropharynx, de l'hypopharynx et du larynx, donc de la muqueuse qui tapisse toutes ces cavités. Donc, la plupart de ces lésions sont liées à l'alcool et au tabac, et celles de l'oropharynx sont également liées à l'infection HPV, donc avec une surexpression des protéines P7 qui sont retrouvées. Donc le point de départ muqueux de la lésion va ensuite avoir une extension multidirectionnelle. Donc c'est là où on va aider l'ORL dans cette extension. Pour ce qui est de la lésion muqueuse, l'examen de référence, c'est l'examen endoscopique que va réaliser l'ORL, donc en laryngoscopie, en pharyngoscopie. Donc, avant d'interpréter l'examen, c'est toujours très intéressant de récupérer le schéma de l'endoscopie et de lire l'endoscopie justement pour voir ce qui a été rapporté. Donc, sur le plan muqueux, ça va vraiment être cet examen endoscopique qui va être la référence. Par contre, au niveau de la tumeur, on va pouvoir aider le chirurgien ORL et les oncologues radiothérapeutes. Donc, au niveau tumoral, avec l'extension sous-muqueuse, les zones muqueuses qui sont difficilement visibles en endoscopie, je pense par exemple à la sous-glotte, et différents points clés donc, qui vont entraîner la modification de prise en charge thérapeutique. Évidemment, l'imagerie, elle va également permettre de définir le statut ganglionnaire et le statut métastatique à distance. Donc, dans les CUP, donc les carcinomes sans primitives retrouvées sur des adénopathies cervicales, on va nous demander de trouver la lésion primitive. Et évidemment, sur la TEP, regarder s'il y a un cancer synchrone, donc lié à l'alcoolotabagisme des patients. Donc, pour les 3 derniers points, je vais pas m'étendre sur ce topo. Je vais principalement me concentrer sur les lésions tumorales et quelques points clés qu'on peut observer sur les lésions pour permettre un peu d'étayer le compte rendu. Donc, comme je l'ai dit, donc l'ORL va avoir la muqueuse lors de l'endoscopie et ces tumeurs vont avoir une extension sous-muqueuse qui ne va pas pouvoir voir. Par exemple, sur ce schéma, on voit qu'il a identifié une lésion du ventricule laryngé à gauche. Il a un espèce de laryngocèle, mais sans atteinte de la muqueuse. Et nous, on va pouvoir lui décrire toute l'atteinte sous-muqueuse. Donc, sur cette toute petite ulcération du ventricule laryngé, nous, on voit une énorme masse donc, qui part en avant du larynx et qui correspondait en fait à l'aspect de laryngocèle qu'il avait en endoscopie. Donc, c'est là-dessus qu'on va pouvoir aider le chirurgien. Un autre exemple donc, de schéma où il retrouvait un aspect de simple ulcération, une petite ulcération muqueuse au niveau du sinus piriforme droit, avec un aspect d'œdème autour. Donc, il note sur son schéma qu'il n'y a pas du tout d'atteinte laryngée. Et nous, effectivement, on voit cette lésion du sinus piriforme donc gauche qui descend partout en paralaryngée. Donc, important de décrire. C'est pour ça c'est là où ils nous attendent pour décrire cette atteinte sous-muqueuse. Donc, il y a une extension sous-muqueuse et une extension muqueuse qui se fait point par point. Donc, je veux dire par là que
la lésion tumorale, elle va s'étendre en largeur sur la muqueuse. Par exemple, sur cette image avec cette lésion de la base de langue droite, c'est pas parce que l'épiglotte y est accolée qu'on va décrire une lésion épiglottique. Donc, il aurait fallu que la lésion fasse vraiment le tour sur la droite pour aller vers l'épiglotte ou par en dessous. Donc, ici, on ne décrit pas d'atteinte épiglottique, c'est juste l'épiglotte qui est collée. Pareil sur les lésions amygdaliennes, quand la luette est collée, on ne va pas décrire une atteinte de la luette s'il n'y a pas d'atteinte du poil du palais. Donc, une des atteintes sous-muqueuses qu'il est important d'identifier, c'est la loge HTE, donc la loge iotyro-épiglottique, donc qui est cet espace graisseux qui est défini par la membrane thyroïdienne, la membrane ilio-épiglottique et l'épiglotte en arrière. Donc, ce qui est important de manière générale en ORL, c'est de bien réorienter son examen dans les 3 plans. Donc, la coupe sagittale, le mettre dans le plan glottique et bien orienter là en coupe frontale sur les cartilages pour que ce soit bien symétrique et qu'on puisse bien analyser la loge. Donc, ici, on voit par exemple une belle loge graisseuse bien symétrique. Et ici, donc, la réorientation nous montre sur cette lésion laryngée antérieure qui est une perte de la symétrie de la loge. Donc, on va pouvoir effectivement décrire une atteinte débutante de la loge HTE à droite. Donc, c'est important de décrire l'envahissement de cette loge parce que ça va avoir des conséquences thérapeutiques sur les lésions laryngées. S'il y a un envahissement massif de la loge HTE, ça va contre-indiquer les laryngectomies avec préservation glottique. Donc, la sanction, ça sera une laryngectomie totale. Et quand on a une atteinte de la loge HTE, toujours bien penser à regarder les aires récurrentielles parce que c'est la zone de drainage de cette loge. Donc, un autre point important pour les lésions, par exemple, de la base de langue ou de l'oropharynx, bien essayer d'identifier s'il y a une atteinte ou pas de la base de langue associée. Et pour définir cette atteinte, c'est le plan frontal de l'ostioïde qui définit la limite entre la base de langue et le plancher. Donc ici, pareil, la sanction qu'il y aura en cas d'atteinte de la base de langue, c'est que l'exérèse par voie de mandibulectomie des tumeurs de la base de langue ne sera pas possible et il y aura une contre-indication des laryngectomies totales étendues à la base de langue sur les cancers de base de langue médiane et de la vellécule. Donc ça, c'est quelque chose d'assez facile, se mettre en coupe sagittale et regarder si la lésion va dépasser l'ostioïde ou pas. Donc ensuite, un point sur les atteintes cartilagineuses. Donc là, c'est la même chose. C'est très important de se réorienter dans les 3 plans. Parce que comme sur l'image d'en bas, si on n'est pas bien orienté, on voit des fausses images qui peuvent nous induire en erreur sur des éventuelles lises. Donc, bien se réorienter dans les 3 plans de l'espace pour lire le cartilage. Donc, concernant le cartilage, un cartilage qui est condensé ne veut pas dire qu'il est envahi. Ici, sur les images de gauche, on voit des condensations du cartilage thyroïde. Donc ça, c'est pas un envahissement du cartilage, c'est juste une réaction. Pareil pour l'aryténoïde gauche ici sur cette lésion du sinus périforme, il est condensé mais pas lisé, donc on ne considère pas qu'il est envahi. Il faut vraiment qu'il y ait une lise, comme par exemple cette lise transfixiante qui ici signe bien l'envahissement du cartilage. Et donc c'est un facteur prédictif de mauvaise réponse à la radiochimiothérapie, cette lise. Et donc, ça va être un mauvais candidat pour la préservation laryngée. Donc, si c'est possible, il aura plutôt une pharyngo-laryngectomie totale. Alors, les adénopathies rétropharyngées, donc ça aussi, c'est un réflexe à avoir de bien regarder dans cette zone rétropharyngée si on trouve des adénopathies
secondaires parce qu'elles sont d'exérèse difficiles. Donc, ça va également contradicter la chirurgie et le patient partira plutôt sur une radiochimiothérapie. Ensuite, concernant les dimensions, donc le but, c'est d'avoir, après pour les chirurgiens, le bon statut TNM. Donc, pour ce qui est de la tumeur, c'est toujours bien de mettre le plus grand axe de la lésion dans la conclusion. Et dans la conclusion également, pour les ganglions, c'est intéressant de mettre leur plus grand axe et pas leur petit axe si elles font plus de 3 cm, parce que ça change leur statut de TNM et donc la thérapeutique voilà, quand les adénopathies font plus de 3 cm, notamment dans les cancers oropharyngés. Alors, un mot sur la bouche œsophagienne. Donc, dans les atteintes du sinus périforme qui partent en rétrocricoïdien, c'est important d'identifier s'il y a une atteinte ou pas de la bouche œsophagienne. Donc, ici, on voit cette lésion du sinus périforme qui descend derrière le cartilage cricoïde. Et pour ça, on se base sur le bord inférieur du cartilage cricoïde et le bord inférieur de C6. Donc ici, on voit donc qu'il n'y a pas d'atteinte de la bouche œsophagienne. Quand on se met bien dans le plan sous le cartilage cricoïde, on voit que la lésion n'arrive pas à ce niveau. Et c'est important de le spécifier parce que s'il y a une atteinte de cette bouche œsophagienne, il y aura une contre-indication à la pharyngectomie conservant le larynx. Ce sera donc plutôt une pharyngolaryngectomie totale ou une œsopharyngolaryngectomie totale. Donc voilà. Un autre point, c'est l'atteinte sous-glottique, donc pour les tumeurs glottiques. Donc, encore une fois, c'est une muqueuse qui est difficile à identifier au laryngoscope, donc c'est important de spécifier s'il y a une atteinte. Et pour ça, on se base vraiment sur la muqueuse qui est accolée au cartilage cricoïde. D'accord ? Il faut vraiment bien identifier le cricoïde, bien trianguler et regarder s'il y a un bombement accolé à ce cartilage cricoïde. S'il n'y a pas de bombement ou d'atteinte, c'est qu'il n'y a pas d'atteinte sous-muqueuse. Par exemple, sur cette lésion, on se met au niveau du pan frontal bien dans l'axe du cartilage cricoïde. Et on voit que finalement, elle ne descend pas jusqu'en regard du cartilage cricoïde. Donc ici, c'est à la limite, mais il n'y a pas d'atteinte sous-glottique. C'est important parce que s'il y a une atteinte sous-glottique, ça contre-indique la laryngectomie partielle et on partira plutôt sur une laryngectomie totale ou une radiochimiothérapie. Et encore une fois, s'il y a une atteinte de la loge sous-glottique, bien penser à regarder les aires ganglionnaires récurrentielles jusqu'en médiastinale, parce que c'est leur zone de drainage. Donc, de manière générale, dès qu'il y a une atteinte des muscles masticateurs, et ici particulièrement sur cette lésion du trigone rétromolaire des muscles ptérygoïdes et de l'apophyse ptérygoïde, c'est important de le spécifier parce que ça classera la lésion en T4 et donc contre-indiquera une exérèse chirurgicale et on partira plutôt sur une radiochimiothérapie. Donc tout ce qui est atteinte de la base du crâne, des apophyses ptérygoïdes et musculaires masticateurs, c'est important de le spécifier sur le compte rendu. Un mot sur les tumeurs de la cavité orale. Donc, dès qu'il y a une mise mandibulaire, et notamment avec l'atteinte du foramen mandibulaire, là, donc on voit ici le canal, c'est important de le spécifier parce que la chirurgie sera ce sera plutôt une mandibulectomie interruptrice. Donc, on va enlever tout un morceau de la mandibule pour réaliser l'exérèse complète chirurgicale. Donc, cette exérèse, elle est souvent suivie d'une reconstruction immédiate par une baguette fibulaire si les marges sont saines en extemporané. Donc, ici, on voit sur le MPR donc la reconstruction par la baguette. Si en revanche, il n'y a pas de lise osseuse, ils vont plutôt partir sur une pelvicmandectomie donc non interruptrice. Donc, on garde ici la baguette osseuse inférieure, mais on enlève quand même toute une partie de la mandibule afin de réaliser des marges d'exérèse convenables.
Donc, un petit mot sur les lambeaux. En ORL, ils utilisent beaucoup de lambeaux musculaires pour reconstruire la perte de matière, la perte de muqueuse, de peau et de conduit. Donc, au niveau de ce qui est de la face, notamment après mandibulectomie, c'est plutôt le lambeau antébrachial ou lambeau chinois qui va être utilisé. Donc, sur les images de droite, on voit l'involution graisseuse de ces lambeaux. Et si on veut avoir une idée, là, on peut regarder, par exemple, ici au niveau de l'avant-bras, les clips chirurgicaux, donc qui permettent de confirmer que c'était un lambeau antébrachial. Donc le lambeau pectoral, il est plutôt utilisé pour boucher des grosses pertes de matière, notamment les pharyngolaryngectomies totales. Donc ici, pareil, on voit l'involution graisseuse du lambeau. Et donc c'est important de spécifier quand une lésion de l'hypopharynx dépasse la ligne médiane sur la face, sur la paroi postérieure, parce que ça va être difficile justement de réaliser la reconstruction par le lambeau, parce qu'ils utilisent finalement la peau du lambeau pectoral pour reconstruire en fait le tube pharyngé. Donc important de définir s'il y a un dépassement de la ligne médiane sur la paroi postérieure. Donc, pour terminer le topo, je vais juste introduire deux lésions hyper fréquentes et bénignes. Donc, la tumeur de Warthin, qui est, donc, quand on voit un beau nodule tissulaire très hypermétabolique dans la glande parotide, donc c'est une tumeur de Warthin. Et là, un peu moins connue, le kyste de Turnbull, donc inflammatoire, qu'on peut décrire quand on voit un nodule très intensément hyperfixant et central au niveau du cavum. Donc, c'est la plupart du temps un kyste de Turnbull inflammatoire. Donc, voilà, c'est la surveillance pour ces deux lésions qui nous diront qu'il n'y a pas d'évolutivité et que c'était bien des tumeurs bénignes. Donc, voilà, je vous remercie de m'avoir écrit sur ce point. Donc, si vous avez des questions. N'hésitez pas si vous avez des questions à prendre la parole. Juste, Romain, par rapport à l'homogénéisation des comptes rendus, si tu tombes sur une tumeur de Warthin de façon fortuite, donc sur un contexte cancéreux ou non, est-ce que tu en parles dans la conclusion? Est-ce que tu demandes une imagerie complémentaire? Est-ce que tu le dis dans le texte tout simplement que c'est rien et que c'est bénin? Comment tu le rédiges? Bah, si c'est un beau nodule bien rond, bien limité et très intense, et par exemple qu'il n'y a pas du tout le même métabolisme, par exemple le reste de la tumeur ORL, ou alors qu'il n'y a pas du tout d'autres atteintes ORL, je le mets juste dans le corps du texte. Par contre, dès que c'est un peu plus irrégulier, un peu moins intense au niveau métabolique, j'ai tendance à le mettre effectivement dans la conclusion. Et de toute façon, pour avoir la preuve, c'est une IRM complémentaire sur les glandes salivaires, quoi. Ou alors le suivi, si jamais le patient a déjà un autre cancer bien évolué, bah, on le verra sur le suivi TEP que ça n'a pas bougé, que c'est une tumeur bénigne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, j'ai pas l'impression, mais merci beaucoup. Je remercie encore le docteur Gabiache et le docteur Schwammer d'avoir présenté ces topos et d'avoir répondu présent à l'appel de la TMN. Donc, on va essayer de faire ça mensuellement. Évidemment, il n'y en aura pas pendant l'été, hein, donc juillet-août, il n'y aura pas de session. On refera une prochaine session en septembre sur le programme. On vous tiendra au courant de toute façon via LinkedIn ou de la TMN ou via le groupe Facebook aussi de la NEMEN qui permettront de prévenir un petit peu tout le monde. Comme pour le premier topo, hein, ces formations sont enregistrées, donc ça permet à ceux qui n'ont pas pu être présents ou ceux qui veulent les revoir de pouvoir de nouveau se les repasser et y assister quand même. Donc merci à tous et puis on se donne rendez-vous en septembre pour une prochaine session. Merci, à bientôt.